Madame, Monsieur, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'endroit où vous nous recevez en ce dimanche 27 avril 2025 à l'occasion de ce nouveau numéro du jury du dimanche qui reçoit Monsieur Ibrahima Hamidou Dème, qui est un acteur politique, homme politique donc, leader du parti éthique Ensemble pour le travail, l'intégrité et la citoyenneté. Il est présentement avocat. Merci M. Dème d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, Hassan Gueye, pour votre aimable invitation. Je salue l'ensemble de vos auditeurs et téléspectateurs. Merci M. Dème. Alors l'actualité brûlante, on peut le dire, même si elle date de quelques jours, c'est la décision du Conseil constitutionnel qui a rejeté la loi interprétative qui avait été votée par la majorité parlementaire. Est-ce que cette décision de rejet vous a finalement surpris? Est-ce qu'elle a constitué une surprise pour vous? En tout cas, sur le plan juridique, c'est une décision qui ne doit surprendre aucun juriste ou aucun observateur objectif et attaché à la vérité, dans la mesure où cette décision a censuré une loi dite interprétative, mais qui ne l'était que de nom. Nous avons tous vu les différentes étapes qui ont jalonné l'adoption de cette loi. On a d'abord parlé d'une abrogation partielle de la loi. Cette abrogation partielle de la loi portait les germes d'une discrimination qui a été donc tellement criante que la majorité de Pastef est revenue pour parler maintenant d'une loi interprétative. Cette loi interprétative ne l'était que de nom. Quelles étaient ses faiblesses principales? Ces faiblesses, c'est à trois niveaux. D'abord, on ne peut pas interpréter une loi dont on n'a pas la paternité. Ensuite, on ne peut pas interpréter une loi qu'on désapprouve totalement. Enfin, on ne peut pas interpréter une loi qui est claire et limpide. Cette loi de 2024, qui a été votée par la majorité de Benno Bokk Yakaar, je veux parler de la première loi d'amnistie, on la désapprouve. L'opposition avait à l'unanimité rejeté cette loi. Mais elle ne souffre d'aucune ambiguïté. Elle était claire et limpide parce que cette loi cherchait à amnistier, donc à effacer les infractions criminelles et correctionnelles qui ont été commises entre le 1er février 2021 et le 25 février 2024, aussi bien dans notre pays qu'à l'étranger. Donc c'était clair. D'accord. Donc après la décision, il y a eu beaucoup de prises de position. Certains ont dit que cette fin de non-recevoir là constitue un revers pour la majorité, et le premier revers important. D'autres ont dit qu'il n'y a ni vainqueur ni vaincu, parce que l'impunité, il n'y aura pas d'impunité, quoi qu'il en soit. Et dans un premier temps, la majorité même a tenté de s'attribuer une sorte de victoire en criant un peu à la manipulation par l'opposition. Quelle est votre position, vous? Cette réaction a été très bizarre dans la mesure où si on vote une loi et que cette loi est attaquée par l'opposition, si on lit cet arrêt du Conseil constitutionnel, on se rend compte que aussi bien le président de l'Assemblée nationale
que le gouvernement, par l'intermédiaire de l'agent judiciaire de l'État, ils ont déposé des mémoires. Ils ont non seulement voulu l'incompétence du Conseil constitutionnel, ce qui est encore très curieux pour nous opposants qui nous sommes toujours insurgés contre cette juridiction qui se déclarait souvent incompétente. Mais encore, ils ont même demandé l'irrecevabilité. De toutes les manières, ils voulaient que cette loi passe. Et la décision du Conseil constitutionnel a, de manière claire, sans embâche, sans aucune ambiguïté, dit que cette loi qui a été déposée par, qui a été votée plutôt par la majorité de PASTEF, que cette loi violait la Constitution. D'accord. Donc c'est à plusieurs égards. Ouais, donc c'est un revers pour la majorité. En tout cas, c'est assez bizarre. Moi, je ne serais pas sur, bien vous ne qualifiez pas sur ce terrain. Sur ce champ où les gens disent qu'ils ont gagné ou qu'ils ont perdu. En tout cas, c'est une défaite morale de la majorité de PASTEF. C'est une défaite morale dans la mesure où les plus grands défis que nous avions quand les Sénégalais ont décidé de changer, c'était que la manière de gouverner puisse changer, qu'on ne soit pas dans le clivage, qu'on ne soit pas dans la partisanerie, qu'on n'essaie pas de protéger ses partisans, ses proches, que nos dirigeants soient au-dessus de la mêlée, qu'ils puissent gouverner, qu'ils soient au service de tous les Sénégalais. D'accord. Alors que tout ce que nous voyons depuis pratiquement un an nous renvoie à des pratiques que nous avons critiquées et des pratiques qui devaient véritablement cesser. Défaite morale, vous dites défaite morale. Donc une défaite morale, c'est pire qu'une défaite tout court. La défaite morale, elle est pire que tout. Parce qu'on a voulu nous faire croire, et c'était une stratégie très perverse de la part de PASTEF. Au moment de voter cette loi, vous avez vu ces députés exhiber les photos des jeunes qui ont été victimes de ces violences, en voulant faire croire qu'ils étaient là pour l'impunité totale. J'ai écrit sur ma page Facebook que une demi-vérité qu'on veut présenter comme une vérité, je pense que c'était pire qu'un mensonge. Et en réalité, la majorité de PASTEF a voulu faire croire qu'ils étaient là, qu'ils combattaient l'impunité totale avec cette loi, alors qu'elle avait organisé une impunité pour leurs partisans. Donc c'était une justice sélective qu'ils voulaient. C'est malheureusement un dessein qui a été clair et qui a été censuré par le Conseil constitutionnel. D'accord. Le Conseil constitutionnel, justement, qui a fait l'objet de calomnies dernièrement, parce qu'il a été traité de tous les noms avant l'élection présidentielle. Le Conseil constitutionnel qui a pratiquement sauvé le Sénégal en arrêtant ou en remettant l'ancien président à sa place. Qu'est-ce que vous dites du Conseil constitutionnel? Il a fait simplement son travail ou il y a un surcroît de courage moral? Je ne sais pas, vous en tant qu'ancien juge, vous dites, qu'est-ce que vous dites de cette décision du Conseil constitutionnel? Ça le relève ou ça le, je sais pas, ça l'anoblit quoi un peu?
En tout cas, Assane Gueye, à partir de 2024, la décision qui a été rendue par le Conseil constitutionnel par rapport au report de l'élection présidentielle, cette fameuse décision qui était une décision de principe, qui était une jurisprudence qu'on peut qualifier même de révolutionnaire, jurisprudence dans laquelle le Conseil constitutionnel avait rappelé que dans la lettre et l'esprit de la Constitution, le Conseil constitutionnel devait être en mesure d'exercer son pouvoir régulateur et de remplir ses missions au nom de l'intérêt général, de l'ordre public, de la paix et de la stabilité des institutions et du principe de la nécessaire continuité de son fonctionnement. À partir de là, j'estime que le Conseil constitutionnel ne devait plus faire comme avant. Nous avons été nombreux, que ce soit des juristes, des universitaires, à critiquer le comportement un peu pusillanime du Conseil constitutionnel, qui à chaque fois se cantonnait à se déclarer incompétent en analysant la lettre de la Constitution et non son esprit. Là, le Conseil constitutionnel, par la décision de 2024, elle a repris toute sa mission en disant que tout ce qui a trait à la Constitution, toute loi qui enfreindrait la Constitution va être censurée. C'est ce qu'on appelle la jurisprudence. Et je disais qu'à partir de là, le Conseil constitutionnel a repris la plénitude de sa mission. J'ai l'habitude de dire qu'on affirme que le président de la République est le gardien de la Constitution. Mais le Conseil constitutionnel était le gardien de la suprématie de la Constitution. Donc, en résumé, les sages n'ont jamais aussi bien porté leur nom de sage aujourd'hui. Oui, mais dans le passé, quand même, il faut reconnaître que dans le passé... c'était problématique. C'était problématique. Le Conseil constitutionnel se déclarait à tort incompétent. D'accord. Mais maintenant, nous saluons nous tous cette nouvelle posture du Conseil constitutionnel qui, dans le jeu des institutions, a repris sa place. Sa place de régulateur du jeu politique, voilà, d'arbitre. D'accord. Voilà. Et quand vous voyez des juges faire normalement leur travail, avec autant d'indépendance, vous qui avez été juge, est-ce que vous n'avez pas de remords? Est-ce que vous ne vous dites pas que j'ai laissé tomber un métier extraordinaire, non? Bon, les juges, il y a toujours des juges qui ont toujours fait leur travail quand j'étais encore en fonction. Après, et il restera toujours des juges qui feront leur travail. En tout cas, il y a un enjeu qui est très important, c'est l'enjeu de l'indépendance de la justice. Il faudra que tout un chacun dans la société puisse s'atteler à renforcer l'indépendance de la justice. Parce que quand la justice n'est pas indépendante, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de développement. Je ne regrette rien à Assane Gueye. J'ai été magistrat pendant près de 14 ans, j'ai fait ce que je devais faire. Après, j'ai eu un engagement en tant que représentant des magistrats. J'ai d'abord démissionné du Conseil supérieur de la magistrature. Et quand j'ai démissionné de la magistrature, c'est pour un engagement politique. C'est pour un autre engagement au service du pays. Actuellement, je suis aussi avocat. En tout cas, l'histoire de la magistrature est derrière. J'ai effectué
pendant toutes ces années, et même quand j'étais greffier, j'ai été un fonctionnaire, j'ai fait mon job comme je devais le faire. D'autres continuent de le faire. Maintenant, je suis toujours dans la famille judiciaire. J'ai eu l'opportunité quand même d'exercer pratiquement toutes les fonctions judiciaires, ce qui est non seulement exceptionnel, mais presque unique. J'ai été greffier, quand j'ai été magistrat, j'ai eu la chance d'avoir été juge et procureur. Maintenant, je suis avocat. Je remercie le Seigneur pour m'avoir gratifié de cette carrière qui est exceptionnelle. D'accord, ouais, ça, voilà. Est-ce que vous n'auriez pas, en plus, préféré, en fait, l'ombre pour la proie ou la proie pour l'ombre? Je ne sais pas, c'est ce qui vient en premier, parce que vous avez principalement arrêté la magistrature pour la politique, alors que ça se voit que vous n'êtes pas un pur politicien, c'est-à-dire vous n'avez pas l'âme d'un politique. Vous avez beaucoup de liberté de ton, vous êtes un commentateur des actualités ou des événements qui surviennent, mais vous n'avez pas l'âme d'un politicien. Est-ce que vous n'auriez pas fait une erreur de jugement en lâchant la magistrature pour le seul but de la politique? On me pose souvent cette question. Je considère que les fonctions de magistrat sont des fonctions très honorables. C'est parmi les fonctions les plus honorables, d'ailleurs. Mais la responsabilité politique, de par ce qu'elle peut apporter en termes d'exemplarité, ce qu'elle peut inspirer aux jeunes, j'estime aussi que ce sont des fonctions très importantes. On ne fait pas la politique seulement pour gagner, pour être maire, pour être député ou pour être ministre ou président de la République. Oui, l'objectif pour tout homme politique, c'est la conquête du pouvoir. Nous y travaillons comme tout le monde. D'accord. Mais vous ne réussissez pas encore en politique. Si la réussite, c'est de gagner, on ne l'a pas encore fait. Mais si la réussite, c'est de rester attaché à ses valeurs, aux principes qui ont guidé son engagement politique, l'attachement à la vérité, l'attachement à l'intérêt national, faire la politique de manière responsable, faire preuve d'exemplarité. De ce point de vue-là, j'estime qu'on a une victoire, ce que j'ai toujours qualifié de victoire morale. D'accord. Donc vous allez la continuer, la politique? Bien sûr, mais ce n'est pas un métier. Récemment, j'ai vu, et je le salue, notre frère Abdoul Mbaye, qui a décidé de laisser la place aux plus jeunes. J'estime aussi que la politique, ce n'est pas une carrière qu'on fait jusqu'à la mort. C'est un engagement pour un laps de temps. Nous continuons parce que nous estimons que notre engagement politique est utile, que cette victoire morale que nous avons aura le prolongement d'une victoire politique, mais pour nous, la fin ne justifie pas les moyens. Si nous devons avoir une victoire politique, c'est tout en étant accroché aux principes et aux valeurs dont j'ai parlé tout à l'heure. D'accord, très bien. Il y a également une autre question pour avancer, à laquelle vous teniez vraiment à aborder, c'est l'an 1 du nouveau pouvoir. Est-ce qu'en 12 mois, on peut juger un nouveau pouvoir? Est-ce que ce n'est pas prématuré? Est-ce qu'on a tous les outils pour juger le pouvoir? Et comment les jugez-vous d'ailleurs?
12 mois, comme vous dites, ça peut paraître très tôt. On peut considérer aussi que 12 mois, c'est pratiquement plus du 5e. Parce qu'on est à notre 13e mois. Il reste 3 ans et 11 mois pour le mandat présidentiel. Par rapport à certaines ruptures vertueuses que nous attendions, il y a quand même une déception. Les ruptures vertueuses, c'était par rapport à la gouvernance. C'était par rapport à la transparence dans la gestion des deniers publics, à leur rationalisation, à la diminution du train de vie de l'État, par rapport au renoncement des fonds politiques. Là-dessus, c'est une abjuration totale et regrettable. Par rapport à l'indépendance de la justice, nous assistons toujours à une justice sélective, à une justice de 2 poids 2 mesures. Par rapport au train de vie de l'État, je l'ai dit tout à l'heure, on ne voit pas des mesures fortes pour diminuer le train de vie de l'État. Par rapport à cette obligation qu'ont nos dirigeants d'être au-dessus de la mêlée. On attendait un président qui était au-dessus de la mêlée, qui soit là, qui soit au service de tous, et qui soit un président de tous les Sénégalais, qui allait unir les Sénégalais dans la justice. Mais nous constatons malheureusement des dirigeants qui sont très clivants, qui sont restés dans la partisanerie, qui ont toujours ces réflexes partisans et que les Sénégalais n'attendaient pas. D'accord. Et qu'est-ce qui prouve que la justice est sélective? Qu'est-ce qui le prouve? Mais ce qui le prouve, c'est les différentes affaires qui sont là, qui sont traitées depuis que l'actuel pouvoir est là. Rien n'a changé. Rien n'a changé. C'est une justice qui est forte, qui est là, qui s'exerce sur les opposants, et une justice qui néglige souvent de poursuivre les partisans du pouvoir. Il y a des dossiers sur lesquels la justice devait s'exercer. Je le répète souvent, il y a le dossier de l'ONAS, il y a le dossier de Laser et puis d'autres dossiers de militants du parti au pouvoir qui ont des comportements répréhensibles. Et on constate que la justice continue d'être une justice qui ne s'exerce que contre l'opposition. Ouais, mais est-ce qu'il n'est pas normal que quand vous perdez le pouvoir, que vous soyez les plus visibles à être fouillés ou même traînés devant les juridictions? Parce que c'est une demande sociale, ça, la reddition des comptes, non? C'est une demande sociale. C'est l'une des raisons pour lesquelles... C'est l'une des raisons pour lesquelles ils ont été mis là, non? Oui, la reddition des comptes reste une demande sociale. Elle l'était en 2000, en 2012, bis repetita. Ouais. Ce qu'on attendait, c'est que la justice puisse s'exercer à l'égard de toutes les personnes qui ont violé la loi, de toutes les personnes qui ont détourné les deniers publics. Là-dessus, je reste intransigeant parce que j'ai été parmi les candidats, sinon le seul candidat qui avait même demandé la criminalisation des infractions économiques et financières. Nous sommes dans un pays où les ressources sont assez maigres, où les besoins sont énormes, les besoins de développement. Il est inacceptable
que des fonctionnaires ou des responsables politiques puissent détourner des sommes qui portent sur des milliards de francs CFA. Je pense que s'il est établi qu'il y a des prévarications sur les deniers publics, ces faits-là doivent être sévèrement sanctionnés. Mais à l'égard de tous. Pas une justice à géométrie variable. D'accord, nous reviendrons sur la justice. Sur les 12 mois donc, qu'est-ce qu'ils auraient donc fait de bon? Vous n'allez pas vous présenter en nihiliste? Non, je n'ai jamais été nihiliste. J'ai l'habitude de dire qu'aucune gestion ne peut être totalement bonne et totalement mauvaise. Dans toute gouvernance... Qu'est-ce qu'ils ont fait de bon là? Je vois par exemple les médias de service public. Je me rends compte qu'ils sont maintenant accessibles à l'opposition. D'autre part, j'ai relevé il y a 2 mois que le Premier ministre a inauguré une station près de Tivaouane qui va donner de l'eau potable au monde rural. C'est quelque chose de très révolutionnaire dans la mesure où le monde rural achetait l'eau plus chère que les milieux urbains, mais aussi c'était une eau qui n'était pas potable. D'accord. Voilà. Donc, Donc il y a au moins deux points sur lesquels j'estime que c'est il y a un bon travail qui est fait, mais le défi reste la bonne gouvernance. Je rappelle que nous recevons M. Ibrahima Amidou Dème, qui est avocat et acteur politique ici au Sénégal. Vous parliez de bonne gouvernance, mais vous n'avez pas vu le balai, parce que le parquet, le pôle judiciaire financier a communiqué dernièrement, je pense que c'était le 17 avril dernier, pour faire le bilan de 7 mois. Et vous avez vu tous les dossiers, une quinzaine de milliards récupérés, des arrestations, des centaines, des dossiers, des centaines, etc., des titres fonciers confisqués, etc. Qu'est-ce que vous pensez de... parce qu'on vous a lu quelque part, vous n'aviez pas totalement confiance au PGF parce que vous craigniez une sorte de politisation. Est-ce que vous manquez toujours de confiance par rapport à ce pôle judiciaire financier? J'ai l'habitude de dire que j'ai une confiance vigilante à la justice. Il faut garder toujours confiance à la justice parce qu'il n'y a pas d'alternative à la justice. Mais là, il n'y a pas de politisation. Mais cette confiance doit rester vigilante dans la mesure où, dans le passé, des institutions qui sont très utiles pour la répression des infractions économiques et financières comme la CREI ont été détournées de leur objectif par une politisation. On a vu la CREI, c'est une institution très utile. Moi, je faisais partie des grands supporters de la CREI, malgré tout ce qu'on disait. Mais ce qui est regrettable, c'est que pour le symbole, on aurait pu commencer par des fonctionnaires ou des personnes qui ont géré le pays, des ministres ou voilà, des responsables, des directeurs généraux. Mais malheureusement, on a commencé par une personne qui a été ciblée par le Premier ministre lors d'une campagne électorale. Et qui lui a promis, en quelque sorte, de ne plus, en tout cas de ne plus participer à des élections. Si après ces menaces-là, s'il est la première personne arrêtée, cela ressemble un peu à une instrumentalisation. Ouais. Vous parlez de M. Mohamedou Farba Ngom. Est-ce que les propos du Premier ministre n'étaient pas que qu'une boutade ou des propos de campagne que les opposants sont en train d'exagérer?
Non. On lui trouve toujours Non, c'est une question. des excuses. Parce que quand on exerce des fonctions aussi importantes que celles de Premier ministre ou de Président de la République, la responsabilité qui est attachée à ces fonctions-là doit accompagner la personne partout où elle se trouve. Nos responsables politiques doivent rester exemplaires. Et je suis très surpris, parfois on essaie d'excuser certains propos en disant oui, il faisait de la politique, non, là il était dans une rencontre avec ses militants. En toute occasion, l'homme politique doit rester exemplaire, doivent tenir des propos responsables, des propos véridiques, des propos qui ne pourraient pas être demain interprétés par des opposants, parce que ces propos-là étaient très clairs. Il n'en était pas à ses premières menaces. M. Ousmane Sonko a menacé ici des magistrats qui ont rendu des décisions qui lui ont semblé être des décisions très clémentes. Après, on a vu que les décisions ont subitement changé. Quand on examine la décision qui a été rendue par le tribunal de Saint-Louis à l'égard des membres de la garde rapprochée de M. Barthélémy Dias, sont des décisions quand même qui sont extrêmement sévères par rapport aux faits qui leur ont été reprochés. Donc là, vous êtes en train de soupçonner une instrumentalisation en tout cas. Mais en tout cas, si on est factuel, si on essaie de corréler les propos qui ont été tenus et les décisions qui ont été rendues après, si on essaie d'analyser les différentes personnes qui se prononcent sur le rendez-vous politique, les injures parfois qui sont proférées par les membres de la majorité et qui ne connaissent aucune suite, parfois des propos qui ne peuvent même pas donc relever de l'injure, qui sont néanmoins portés devant les tribunaux, qui sont sanctionnés sévèrement. Cette logique de deux poids, deux mesures ou de justice sélective continue et je pense qu'il faudra essayer de tout faire pour y mettre fin. D'accord. Bon, il y a une chose qui m'étonne, moi, c'est que vous, en tant qu'ancien juge, vous ne fassiez pas totalement confiance à vos collègues juges qui sont en place actuellement. Pourquoi vous ne leur faites pas confiance? Parce que, si on vous comprend, vous dites qu'ils pourraient être sous influence. Qu'est-ce que vous pensez? Pourquoi vous ne leur faites pas si confiance que ça? Et il y a un garde des Sceaux également, qui est un juge ou un ancien juge. Est-ce que vous lui faites confiance, lui également? Si vous m'avez bien entendu, j'ai parlé d'une confiance vigilante. Ouais, ok. Ça va être un propos un peu diplomatique parce que quand même je suis un magistrat, je suis aussi un responsable, je ne peux pas tenir certains propos. D'accord, ouais. Mais il faudrait que la justice puisse remplir son rôle. D'accord. Comme l'a fait le Conseil constitutionnel. D'accord. La justice judiciaire doit essayer de montrer à tout propos qu'elle n'est pas sous influence de l'exécutif. Alors que jusqu'à présent, il y a quand même beaucoup à dire. D'accord, très bien. Il y a également une procédure de mise en accusation qui est enclenchée contre d'anciens ministres et avec également des levées d'immunité parlementaire. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? C'est une bonne ambiance qui présage ou qui présume qu'on va vers une sérieuse reddition des comptes d'anciens ministres qui
qui seraient mis en accusation. Ça vous inspire quoi? Assane Gueye, la contrepartie de l'exercice de responsabilités gouvernementales ou des responsabilités étatiques est de pouvoir rendre compte. On doit rendre compte en cours d'exercice. On doit aussi rendre compte après l'exercice. On ne peut pas avoir l'honneur d'exercer des fonctions aussi honorables que celles de ministre et ne pas vouloir rendre compte. La reddition des comptes est un impératif catégorique. Maintenant, il faut tout faire pour que cette nécessité de reddition de comptes ne soit pas instrumentalisée. On l'a vu dans le passé, on a vu depuis que l'actuel gouvernement a entamé cette reddition de comptes, la manière dont elle s'exerce, en violant parfois des principes élémentaires des droits fondamentaux des personnes, je ne dirais même pas mises en cause, mais des personnes qui ont été citées. Si on prend l'exemple de l'ancien ministre Mansour Faye, qui a tenté à 2 reprises de voyager et à qui on a refusé la sortie du territoire sans aucune base légale, qui après une décision de justice n'a pas pu voyager, malgré qu'il n'y a pas de procédure à l'époque. J'estime quand même que c'était extrêmement grave. D'accord. Ces violations graves et délibérées de la loi sont à condamner fermement, parce que nous sommes dans un état de droit. L'état de droit, c'est la soumission de tous, mais surtout de l'État, à la loi. Sinon, c'est l'arbitraire. Et quand on est dans l'arbitraire, tout est permis. D'accord, très bien. Et dans tout ça, je vois également une forme de clémence dans les cautions ou cautionnements qu'on accepte auprès de ceux qui seraient dans le collimateur de la justice. Qu'est-ce que vous pensez par rapport au fonds, aux gestions des fonds Covid là? Qu'est-ce que vous pensez des cautionnements? C'est de la justice à hauteur d'homme ou c'est quoi? Oui, mais ce sont des mécanismes qui sont dans notre droit positif. Pour certaines infractions douanières ou des infractions relatives aux deniers publics, si la personne poursuivie offre de cautionner ou de rembourser à hauteur des sommes qui sont en jeu, cette personne-là bénéficie d'une liberté provisoire. C'est dans notre arsenal juridique, c'est dans l'arsenal juridique de pratiquement tous les pays démocratiques. Est-ce que c'est assez dissuasif pour ceux qui seraient tentés demain d'avoir les mêmes comportements ou les mêmes mauvaises pratiques? En tout cas, il faudra tout faire pour renforcer non seulement la prévention, parce que c'est très important, on parle toujours de la répression, alors que c'est plus important de mettre en place un dispositif pour que les deniers publics ne soient pas détournés. Mais pour la répression aussi, il faut être très sévère. Je vous ai dit tout à l'heure que quand j'étais candidat à l'élection présidentielle, j'avais demandé à ce que les infractions économiques et financières qui portaient sur certaines sommes importantes soient criminalisées, plus ou moins. C'est inacceptable que dans nos pays pauvres, les personnes détournent autant d'argent et se retrouvent avec des peines que j'estime légères de 5 à 6 ans. Donc il faudra renforcer la prévention,
renforcer les peines. Vous avez été candidat à l'élection présidentielle ou vous avez essayé d'être candidat? J'ai essayé d'être candidat. Je ne suis pas passé l'étape. J'ai pas passé l'étape des parrainages. C'était quand même extrêmement compliqué le parrainage. Je ne suis pas passé comme une soixantaine de mes homologues. Le parrainage reste assez compliqué, mais c'est un bon moyen de rationaliser. Parce qu'on ne peut pas aller à une élection présidentielle où il y a une centaine de candidats. Je pense qu'il faut penser, rationaliser, mais tout en revenant sur le parrainage. D'accord. C'est ça. Bon, il y a beaucoup de monde qui sont pas passés, qui n'ont pas passé le parrainage, mais il faut pas en fait oublier également de mentionner qu'il y a également des candidats qui l'ont passé. Mais bien sûr, bien sûr. C'est ça. Donc, mais je faisais aussi partie, parmi la soixantaine de personnes qui ont été retenues par le parrainage, j'ai été le seul à n'avoir pas essayé d'exercer un recours ou à n'avoir pas contesté la décision du Conseil constitutionnel. Parce que vous êtes fataliste, quoi. Non, c'est faire preuve d'exemplarité. On est dans le jeu démocratique. Il y a ce que j'appelle le fair play démocratique. C'est de pouvoir accepter parfois certaines décisions. Il y a eu un collectif qui a été formé dans lequel il y avait pratiquement l'intégralité des candidats qui n'ont pas été retenus par le parrainage. Mais quand ils m'ont saisi, j'ai dit que objectivement, j'ai vu mon dossier de parrainage, je l'ai étudié pendant 2 jours et je ne trouve rien qui puisse me permettre de contester cette décision. C'est ça, oui, merci. On va faire vite parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps encore. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de monde également qui parlent de haute trahison à l'encontre ou visant l'ancien président de la République. Est-ce que le fait, rien que dénoncer ça, haute trahison, relève d'une sorte de farce de mauvais goût à vos yeux? En tout cas, ce que je remarque, c'est que les députés de l'actuelle majorité sont dans la précipitation. Les différentes, que ce soit cette loi dont nous avons parlé tout à l'heure, la loi interprétative, qui était un chaos sur le plan législatif, sur le plan de la rédaction, de la qualité donc rédactionnelle. Surtout l'exposé de motifs qui était un charabia juridique. Aussi bien donc cette loi que cette tentative de mise en accusation de l'ancien président de la République. Je trouve qu'il y avait beaucoup de précipitation, il n'y avait pas un bon encadrement. Parce qu'en fait, on doit se rendre compte qu'il est difficile, très difficile, de poursuivre un ancien chef d'État. Mais je suis persuadé que dans les réformes que notre pays doit adopter, on doit prévoir des mécanismes de mise en accusation d'un ancien président de la République. Je parle d'ancien président de la République parce qu'au cours de son mandat, le président doit rester inviolable. C'est le terme juridique, il doit rester inviolable. Mais personne ne doit être au-dessus de la loi. D'accord. De ce point de vue-là, je veux préciser, l'exercice de ces hautes fonctions-là aussi, la contrepartie doit être de pouvoir rendre compte. Mais malheureusement, c'est comme si depuis l'indépendance, dans nos têtes et dans la tête des juristes, même des opposants, cette question n'a jamais été une priorité. Il y a un vide juridique. La Constitution prévoit
que le président n'est justiciable que pour des faits de haute trahison. Cette infraction n'est pas définie, il n'y a pas de peine, il y a beaucoup de vide juridique autour qui fait que c'est quasiment impossible de le juger. C'est ça, donc il y a une sorte de vraie immunité pour les anciens chefs d'État. Il y a également... Bon, l'ancien chef d'État, il n'est plus là, ça se voit. Mais on ne l'oublie pas. Les gens en parlent matin, midi et soir. Qu'est-ce qu'il y a? C'est fait à dessein ou bien, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on cherche en le ramenant toujours dans le débat public? Je constate que la bipolarisation qui a eu cours depuis 2018 est en train de persister, malheureusement. Aussi bien la majorité Benno Bokk Yakaar que la majorité de PASTEF a intérêt à ce que cette bipolarisation puisse persister, mais c'est au détriment de la démocratie et du Sénégal, dans la mesure où les choix ne doivent pas simplement être des choix du passé, d'un passé qu'on a sanctionné, et d'un présent qui est encore très incertain. D'accord. Il y a d'autres voies, il y a d'autres personnalités politiques qui sont là. En tout cas, les Sénégalais, je pense, ne sont pas prêts à un retour de l'ancien président de la République. D'accord, très bien. C'est presque fini. Il y a dans un mois le dialogue sur le système politique. Vous irez à ce dialogue, ça... Je n'ai jamais participé au dialogue politique organisé par le président Macky Sall. Pourquoi? Pour les mêmes raisons que j'ai vis-à-vis de ce dialogue. Parce que la première condition, c'est qu'on instaure un climat de confiance entre les acteurs politiques. Ce climat de confiance est relatif au respect que les acteurs politiques doivent avoir entre eux. Récemment, on a vu le Premier ministre traiter les opposants d'un terme que je ne veux même pas répéter, terme irrespectueux, calomnieux, à la limite outrageant. C'est quoi? Ce sont les résidus quand tu parles de résidus. Malheureusement. En fait, on ne peut pas outrager des personnes et d'aimer dire venez qu'on discute de la marche d'un pays. Donc, le dialogue. Mais je demeure convaincu qu'une démocratie mûre comme le Sénégal doit toujours avoir en son sein des mécanismes qui permettent la rencontre entre l'opposition et le pouvoir, et aussi la société civile et toutes les autres forces vives pour des questions d'intérêt national. Voilà. Maintenant, il faudra qu'il y ait des préalables. Le préalable, comme je l'ai dit, il faut la confiance, mais surtout aussi déterminer l'objectif, quels sont les objectifs à atteindre, et aussi parler des sujets qui seront abordés. Clairement, et ça, ces sujets à aborder et ces objectifs à atteindre doivent être discutés par toutes les parties prenantes bien avant l'organisation de ce dialogue. Et puis on peut revenir, comment on peut appeler à un dialogue dans un climat de reddition de comptes où une bonne partie de l'opposition est impliquée négativement. La reddition de comptes, non, moi je ne pense pas que la reddition de comptes ça n'a rien à voir. Soit un problème. Parce que cela va dans l'ordre normal de la marche d'un pays qu'on demande à des personnes qui avaient géré. Non, je voulais dire, le climat est-il favorable pour dialoguer avec toute l'opposition? En tout cas, le problème que j'ai, c'est par rapport
au comportement clivant de nos gouvernants, aussi bien le président de la République que son Premier ministre. Je pense qu'ils doivent être au-dessus de la mêlée. Le plus grand défi que nous avions pour opérer des ruptures vertueuses, c'est que nos gouvernants soient au-dessus de la mêlée, je le répète, qu'ils se comportent en véritable leader qui soit au service de tous. D'accord. Voilà. Très bien. Qu'il essaie de réunifier le pays parce que ils ont trouvé un pays qui a été très fragile, très fracturé. Il faudrait qu'on fasse tout pour que les Sénégalais se retrouvent sur l'essentiel. D'accord, très bien. L'émission est finie. Vous êtes avocat maintenant. Est-ce que vous vivez bien de cette profession libérale? Est-ce que vous avez les clients qu'il faut? Est-ce que les honoraires arrivent tant? En tout cas, je suis avocat à la Cour pénale internationale. Il est aisé de voir ce que gagne un avocat à la Cour pénale internationale. On est parfois avocat de permanence, on veut dire avocat commis d'office. On peut avoir parfois la chance d'avoir une affaire. En tout cas, au-delà de cette profession, je suis aussi un conseiller juridique. Je rends grâce à Dieu. J'ose pas dire juge d'âme parce que ça vous colle à la peau, mais on va dire M. Ibrahima Hamidou Dème. Merci beaucoup et bon dimanche à tous nos auditeurs et téléspectateurs. Merci bien.